ici, ça va être la suite. Rappelez-vous, Mokoloana, embouteillage na Kinshasa. Là, vous avez bien vu que ça roule, donc il est à l'heure. Justin Moudekereza, on a commencé déjà avec lui. Komaki, Nalisolo, Wapi, Thierry Kambundi. Tolobelaki, Tobandai ko décortiquer programme nae. Ba réforme ya minene na lingo sala, notamment les kambo ya suppression ya parlement. Na banza poto rafraîchir bato mémoire et sengeli to bandela kaka na likambo ya programme nae. Nini ba axes principaux ezali nini vraiment. Ndeko Justin Moudekereza mbote na yo. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en pareil moment. Moi, c'est le docteur Justin Moudekereza, candidat président de la République, numéro 14. Oui, numéro 14. La fois passée, nous avions parlé de notre programme qui a été conçu à partir de notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, qui a 5 piliers principaux, notamment les réformes de politique publique de l'État, la redistribution juste des richesses nationales, les renouvellements et le rajeunissement de la classe politique, la restauration intelligente de l'autorité de l'État et enfin la coopération bilatérale et multilatérale. De cette vision, nous avons conçu notre programme qui s'intitule « La revanche de la politique du développement pour tous sur la politique de l'enrichissement de la classe politique au détriment de tous ». Expliquez-nous ça. Oui, c'est de là que venait notre programme. Donc vous comprenez que nous voulons que le développement soit pour tous. Nous voulons faire un développement pour tout le peuple congolais et nous voulons nous battre contre les inégalités sociales qui viennent bien sûr de l'enrichissement de la classe politique. Parce que comme vous le savez bien aujourd'hui, il n'y a que la classe politique qui s'accapare de toutes les richesses du pays. Nous n'avons pas de classes moyennes, vous le savez très bien. Nous avons les gens qui sont plus riches que la République et les gens qui sont plus pauvres que la pauvreté elle-même. Mais nous n'avons pas de classe moyenne et cela devrait vraiment nous révolter tous comme Congolais. Alors, le candidat, le président sortant, lorsqu'il était candidat en 2018, et comme lui, tous les autres candidats avaient également promis de créer une classe moyenne. Le président sortant, durant son quinquennat, est souvent revenu sur la création de la classe moyenne. Qu'est-ce qui, selon vous, a été fait ou n'a pas été bien fait que vous comptez corriger dans cette optique de création de la classe moyenne en RDC? Bon, je ne vais pas dire de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais en ce que je sache, que vous sachiez aussi, que le président sortant, le président Félix, lui-même a reconnu son échec. Vous vous rappelez très bien, il a dit qu'il y a un problème, il se pose un problème de pilotage et de coordination de projets. C'est pourquoi il y a autant de détournements, de corruption et les projets qui sont financés par l'État n'aboutissent jamais. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait une interpellation de notre part, sachant ou connaissant que nous sommes experts en cette matière de pilotage de projets, nous avons dit voilà, c'est une opportunité pour nous d'aller de notre pays. Et donc, quand le pilote lui-même reconnaît qu'il a échoué, on ne peut plus demander à d'autres personnes d'expliquer ou de dire quoi que ce soit, parce qu'il a lui-même reconnu. C'est là, vous êtes journaliste très bien informé, donc vous savez cela. Ok, bon, revenons. Le but n'était pas vraiment de faire la polémique. Non, le ce n'est pas, le constat. C'est la vérité. Bon, on est en période de campagne, vous avez le droit de présenter vos arguments. Moi, je voudrais juste savoir la situation actuelle en matière de création de la classe moyenne. Vous la trouvez comment? Vous faites quoi? Oui. Donc la classe moyenne en question, vous savez, vous ne pouvez pas créer une classe moyenne si vous n'avez pas de bonnes politiques de création d'emplois. Donc vous pouvez leur demander quand ils seront ici, combien d'emplois ils ont créés en 5 ans. On a parlé de 2 500 000 emplois créés dans 5 ans. Est-ce que vous êtes sûr que réellement cela a été fait ou vous vous contentez des chiffres qu'on vous donne, vous prenez comme ça, vous avalez sans vérification?
Mais ce que nous ferons, par exemple, nous allons nous mettre vraiment au travail. Nous allons créer des emplois au peuple congolais. Nous allons, bien sûr, implémenter des projets de grande envergure qui vont, bien sûr, donner des emplois décents au peuple congolais. Et quand nous parlons de projets de grande envergure, il y a le projet de construction des infrastructures de base dont nous avons vraiment besoin. Les infrastructures routières, aéroportières et ferroviaires. Donc, tout ça, nous allons nous attaquer à cela immédiatement quand nous allons prêter serment le 20 janvier 2024 et nous allons faire que cela soit cette fois-ci une réalité et non plus une promesse politique. Parce que le peuple est déjà fatigué des promesses politiciennes qu'on lui donne tout le temps, mais quand on arrive au pouvoir, on ne fait rien. C'est pourquoi il faut des personnes qui ont déjà démontré de quoi elles sont capables. Des gens qui ne viennent pas commencer à travailler au sommet de l'État, des gens qui ont déjà fait quelque chose quand même et qui ont un crédit quelconque. C'est ce qui est très important pour nous aujourd'hui. Alors, création de la classe moyenne et puis les autres aspects de votre programme tel qu'articulé, tel que vous l'avez présenté. Oui, nous avons programmé aussi, parce que lorsque nous avons parlé de la sécurité, je vous ai dit que je reste la seule personne qui peut juguler ces problèmes de l'insécurité de l'Est de notre pays, de l'Ouest et au centre, partout c'est insécurisé comme vous le savez, mais il faut une personne vraiment qui est dans l'eau, comme j'ai dit que pour sauver nos naufragés, il faut se retrouver dans l'eau. Vous avez dit à l'émission précédente que vous serez le chef qui sera au front. Vous serez vous-même en train de vous battre. Absolument. Alors, au-delà de cette présentation du chef engagé dans la guerre, qu'allez-vous faire concrètement? Vous arrivez au pouvoir, vous trouvez la guerre. Que proposez-vous pour amener la paix? Oui, j'étais en train d'y répondre en répondant en même temps à sa question, parce que nous prévoyons mettre en place tout d'abord ce que nous appelons le renforcement du pouvoir coutumier. Parce que vous savez que le pouvoir coutumier a été saboté depuis un moment donné. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pas vous avez vu aussi, j'étais très loin, lorsque les chefs coutumiers sont venus à Kinshasa, ils ont demandé qu'on leur donne l'autorisation d'aller mettre fin à cette aventure du Rwanda à l'est de notre pays. Oui. Et moi, je savais qu'ils en étaient capables s'ils avaient le pouvoir et l'autorisation de le faire. Mais moi, comme issu de ces clans là-bas, je sais comment je peux redonner du pouvoir aux chefs coutumiers et ils vont prendre soin de cela. Mais aussi, pas seulement ça. Donc nous pouvons aussi recourir à des pouvoirs mystiques des chefs coutumiers pour amener la paix. Ce n'est pas mystique, mon cher ami. Ce n'est pas un pouvoir mystique. Pourquoi la Constitution reconnaît que nous avons des chefs coutumiers? Donc ce n'est pas un pouvoir mystique, mais c'est une force de se battre pour notre mère patrie. On ne peut pas accepter que de petits pays puissent tout le temps continuer à nous humilier comme de petits garçons. Ce n'est pas possible. Et donc, nous allons mettre en place une armée vraiment forte. Je salue ici d'abord les efforts du président sortant, qui a mis vraiment aussi un peu d'effort là-dessus, et qui est en train d'équiper l'armée. Je vois les militaires avec de nouvelles uniformes, des petits équipements. C'est déjà quelque part sur laquelle on peut partir. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je ferai tout pour que les enfants de militaires puissent avoir accès à une bourse d'études à l'école primaire, secondaire et universitaire. Donc, cela pourrait les inciter à comprendre qu'ils peuvent se battre pour leur mère patrie et ils n'auront pas peur comment nous allons laisser nos enfants, et ainsi de suite. Donc, nous allons vraiment beaucoup motiver l'armée. Nous allons nous abandonner d'ailleurs comme dirigeants, c'est ce que nous appelons la mesure d'austérité. Donc, nous allons supprimer beaucoup d'institutions budgétivores, comme on a parlé du Parlement. Nous allons aussi, comme vous le savez, il y a des institutions d'appui à la démocratie qui ne devraient plus exister autant d'années après le gouvernement de transition. Donc beaucoup de ces institutions-là ne devraient plus exister. Donc ça devait entrer directement dans leur ministère régalien. Mais aujourd'hui, on les voit. Par exemple, la CENI qui est aujourd'hui à plus de 1,1 milliard de dollars, alors que nous n'avons pas de routes dans ces pays. Mais la CENI continue à nous bouffer toute cette faramineuse somme. Donc, il y a beaucoup d'institutions que vous connaissez. Vous allez supprimer la CENI? Ah, bien sûr. Comment? Et pour organiser les élections, comment? Mes chers Thierry, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Oui. Dans d'autres pays vraiment bien organisés, les élections s'organisent à travers le ministère de l'Intérieur. Oui, donc, la CENI sera un petit département
petit ou comment, bon, parce qu'il sera en dessous du ministère. Donc ça sera au sein du ministère de l'Intérieur. Vous savez aussi, pardon Trésor, vous savez aussi pourquoi on en est arrivé à confier l'organisation des élections à un organe indépendant. C'est parce que... Dieu seul sait si cet organe est indépendant. Bon, j'ai dit indépendant, parce que c'est comme cela que l'organe est défini. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui est censée ne pas subir des pressions, ne pas être aux ordres d'un camp politique. Si vous dites que dans la configuration actuelle, après les 3 cycles électoraux que nous avons connus, vous êtes Congolais, vous le savez, que le ministère de l'Intérieur organise les élections, vous pensez que ça sera du goût de vos opposants? Vous pensez que toutes les parties prenantes seront en confiance? Et c'est ça le problème. Vous savez, pour résoudre le problème de notre pays aujourd'hui, nous devons avoir du courage. Le peuple congolais devra avoir du courage de se rassurer que cette fois-ci, il a les autorités qui n'ont pas vraiment de lien avec les systèmes passés. Donc c'est ce qui va nous amener vraiment à un bon décollage, le vrai décollage. Parce que si vous avez un système qui a des liens avec le système de Joseph Kabila, avec le système actuel, donc on est mal parti. Donc, et on sera fatigué de reprendre tout le temps et aller sur de mauvaises bases. Mais si nous pouvons prendre du courage aujourd'hui, voter pour le numéro 14, le candidat numéro 14, et nous partons une fois pour toutes. Ça, c'est très important. La question sur la CENI. Oui, la CENI. Je n'oublie pas la question, cher journaliste. Alors, donc, la CENI doit intégrer le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est-à-dire, pour avoir la confiance des autres parties prenantes, c'est seulement question d'être sérieux, cher Thierry. Donc, parce que si le peuple voit ce que nous allons faire au terme de ce que nous appelons au 20 janvier, donc la prestation de serment, bien entendu, et nous nous mettons au travail, des grands chantiers vont commencer immédiatement, mais le peuple va commencer, les problèmes de confiance sera résolu immédiatement. Et quand on va continuer avec d'autres réformes, mais personne ne va s'y opposer parce que nous allons nous mettre au travail, comme réellement des gens qui ont notre pays ici à notre cœur, sans penser à des filiations ou à des liens avec des régimes passés ou même de ces impérialistes que moi je suis en train de combattre tout le temps. Je suis un nationaliste et donc nous allons tout remettre entre les mains du peuple. Parce que mon problème c'est quoi, cher journaliste? Je veux remettre le pays entre les mains du peuple congolais. C'est ce que j'appelle l'indépendance totale. Je veux que le peuple congolais puisse se mettre au travail parce que le peuple congolais ne travaille pas. Et il faut que le peuple congolais puisse aussi arriver à contribuer au développement de son pays. Ça, c'est à travers les taxes qu'il doit payer régulièrement parce que nous allons lui donner des emplois décents. Et là, ça sera vraiment un petit jeu de paix sur sa taxe. Mais est-ce que vos différentes réformes ne viendront pas tuer l'élan de la démocratie ou tuer même la démocratie au pays? Vous avez parlé de la suppression du Parlement qui est l'organe de contrôle du gouvernement. On ne sait pas comment est-ce que le président et son gouvernement ils seront contrôlés. Et là, vous voulez justement vous proposer de tuer la CENI. Mais est-ce que vous n'allez pas tuer ou poignarder justement la démocratie de notre pays et puis donner plus de pouvoir au président que vous serez élu demain si jamais? C'est une question très importante. Bon, moi, je veux ici vous demander que nous soyons d'abord tous Congolais avant de continuer ce débat. Si nous savons réellement que nous sommes tous Congolais, nous devons d'abord prendre notre mère patrie en premier lieu. Et en la prenant en premier lieu, chers journalistes, j'ai même parlé de ça à Washington à un moment donné. J'ai dit, pour que vous soyez démocrates, vous autres, vous n'avez pas commencé, on ne commence pas le développement d'un pays avec la démocratie, c'est impossible. Et ils ont failli acheter nos aïeux comme esclaves. Puis nos aïeux ont travaillé dans leurs entreprises, dans leurs routes, dans les champs, dans leurs plantations, et ainsi de suite, dans leurs industries. Puis ils ont développé leur pays. Et après des centaines d'années, ils ont proclamé la démocratie. Mais pourquoi ils veulent que nous, on commence par la démocratie tout de suite, là, alors que nous ne sommes nulle part? Donc vous proposez, on supprime d'abord la démocratie, on développe le pays, puis on revient à la démocratie. On ne supprime pas la démocratie. On suspend momentanément. Nous y allons mollo, pas à pas. En quoi faisant concrètement? Nous faisons ceci.
nous supprimons le Parlement. Vous avez suivi d'autres candidats présidents de la République. Ils sont en train de me suivre petit à petit en parlant suppression. Mais personne n'est arrivé à la suppression de tout. Parce que moi, je suis là pour vraiment remettre de l'ordre dans la cuisine. Nous commençons par la suppression du Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet argent que ces gens sont en train de se partager chaque mois, alors que nous n'avons pas de route, les militaires n'ont rien du tout, nous les envoyons aller se battre au front. Non, monsieur le candidat, on ne parle pas d'abord de l'argent. S'il vous plaît. Je termine, monsieur le journaliste. J'ai dit, nous supprimons le Parlement. Qu'est-ce que je remplace avec le Parlement? Je vous ai dit que je remplace avec la conférence de loi. Donc, le corporation nous envoie peut-être 2 ou 3 membres, puis nous avons toutes les corporations, et je dis, voilà, nous avons besoin d'une loi sur la protection de la femme, par exemple, et nous avons une loi après une semaine. Le besoin viendra de qui? Oui, chacun rentre. Le besoin viendra de qui et comment? Non, le besoin viendra du gouvernement, monsieur le journaliste. Le gouvernement va dire, OK, nous avons besoin d'une loi pour juguler tel problème. Et on fait recours à la conférence des lois. Ils vont faire cela. Ils ne vont pas toucher 21 000 $. Ils vont avoir le per diem, le transport, ce que nous appelons collation. Puis après, chacun va rentrer dans son métier de tous les jours. Qu'est-ce que vous faites de la Constitution? La Constitution, nous allons la changer, c'est ce que je vous ai dit la fois passée. Totalement. Nous la changeons parce qu'elle est partie de très mauvaises bases. C'est une Constitution de belligérance. Les gens se sont assis à Sun City, ils ont décidé, voilà, on met fin à la guerre. Et chacun de belligérants avait ses maîtres. Ces maîtres qui lui ont dit, voilà, mettez ceci dans cette constitution, mettez ceci. C'est une constitution protectorat. Mais la question je voulais que vous finissiez d'abord sur la liste des institutions à supprimer. Très bien. Vous avez parlé du Parlement, vous avez parlé de la CENI. Quelles sont les autres institutions que vous allez supprimer? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, si mais je crois que nous aurons plus quand nous serons au pouvoir. Mais pour l'instant, je vous parle du Parlement, ça veut dire la CENI et l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons supprimer la CENI, nous allons supprimer ce que vous appelez l'institution ONIP. ONIP. Pourquoi on doit avoir l'ONIP? Alors, nous allons supprimer, je crois... Il y a beaucoup d'institutions qui bouffent beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup créé comme institutions qui donnent beaucoup plus d'argent aux politiques, leurs membres de famille et leurs copains. Alors là, nous allons les lister toutes ces entreprises. Nous allons les lister, puis nous allons commencer petit à petit à la suppression et nous allons embaucher ces personnels dans des grands projets que nous allons commencer parce qu'on ne va pas envoyer tout le monde, les gens, on ne va pas les envoyer à la retraite forcée. Mais nous allons tout faire pour que chacun puisse se trouver où aller après ces suppressions là-bas. Donc, il y a même les CESAC, que vous savez, c'est aussi une institution d'appel à la démocratie. Oui, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Il y a même ce que vous appelez, c'est pas moi, ODH pour le droit de l'homme, c'est pas moi. Voilà, tout ça on supprime. Parce que ça n'a pas de sens, on ne peut pas avoir ça alors qu'on a le ministère de la Justice. Qu'est-ce qui va rester alors de la configuration actuelle des institutions démocratiques? Oui, regardez dans d'autres pays. Après la transition, les institutions d'appui à la démocratie ne sont pas censées continuer à exister. Vous savez, il y a même l'institution de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Ça continue à bouffer de l'argent de la République. Est-ce que vous êtes content de ça? Comment vous appelez ça? CNSA. La CNSA. Ça, je ne sais pas. Pourquoi ça doit être cette institution? Est-ce que ça a une raison d'être jusqu'aujourd'hui? Donc, vous voyez comment on est en train de duper le peuple congolais et son argent est en train de partir dans des histoires vraiment juste pour satisfaire le copain. Donc, pour vous, les institutions les plus importantes, c'est d'abord le président de la République, le gouvernement, et puis, occasionnellement, le comité qui va se réunir à la demande du gouvernement pour... la conférence des lois. Oui, pour voter des lois. Et puis, c'est tout. Et les propositions... Enfin, les lois ne viendront que du gouvernement. Alors que dans la configuration actuelle de l'État, les députés ont le pouvoir de proposer des lois. Le gouvernement a également cette possibilité-là de présenter des projets de loi qui seront débattus par des élus. Je vous ai dit que si nous aimons ces pays, nous devons vraiment descendre par terre d'abord et voir notre maman Congo avant tout.
Parce que ce que vous êtes en train de citer là, ce sont des choses que les Blancs nous ont imposées, que nous puissions faire comme eux. Alors qu'eux ont déjà suffisamment avancé. Ils ont beaucoup d'argent. Nous n'avons rien. Dans notre pays, il n'y a pas de route. Je peux vous montrer une photo, mes camarades m'envoient, où les gens sont bloqués, ils ne peuvent pas aller dans la campagne parce qu'il n'y a pas de route. Donc c'est un problème très sérieux. Autant d'années après, nous continuons à naviguer à vue. Ce n'est pas bien. Nous devons mettre le pays en premier lieu et devant tous nos intérêts pour nous rassurer que nous avons de quoi léguer aux générations futures. Pensez-vous que tous ces changements, toutes ces réformes vont permettre au pays d'avancer ou bien de faire le rétropédalage, puisque vous parlez de chambre, l'Assemblée nationale supprimée, remplacée par des représentants que vous allez commencer à contacter en cas de besoin. Ça rappelle un peu les conférences nationales souveraines de l'époque, vers la fin des années 1900 ou vers la fin du 20e siècle. Vers les années 90. Voilà. Vous savez, ce qui nous intéresse, nous, candidats numéro 14, c'est de nous rassurer que nous mettons Maman Congo avant tout. Et nous ferons tout pour que ces changements soient les changements réels dont le peuple congolais a toujours besoin depuis des décennies et qu'il n'a jamais trouvé, qu'il ne trouvera pas si le 20 décembre, il ne se détermine pas de voter pour le candidat numéro 14. La seule personne qui détient le marteau pour détruire le système colonial. Parce que les Blancs nous ont imposé beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'en ai parlé à Washington, je leur ai posé la question. Combien vous coûte le Sénat? C'est en termes de centaines de milliards de dollars. Mais nous, ici, nous avons quoi? Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'infrastructure. L'armée très mal encadrée, donc mal payée. Et les policiers, tout ça. Donc nous allons nous rassurer que d'abord notre armée est prise en priorité. Et nous-mêmes au gouvernement, vous allez voir les ministres qui vont voyager dans des transports communs. Donc, dans des bus comme tous les autres citoyens. Ils vont prendre les catchs. Oui, ils peuvent même prendre de vélos, de motos, pourquoi pas. Mais ici, vous voyez des choses, lorsque le ministre se déplace, des convois comme pas possible. À la présidence de la République, vous voyez les convois, mais pourquoi? On voit aussi des candidats présidents qui réclament cette sécurité-là. Mais M. Justin Moudekereza, comment est-ce que vous allez arriver à cela? Ça sera quoi cette forme de démocratie que vous voulez instaurer dans le pays? On supprime le Parlement. Comment est-ce qu'on contrôle justement l'action de l'exécutif national? Et si par exemple vous voulez réviser la Constitution, comment est-ce qu'il y aura une opposition si vous voulez par ambition modifier la loi pour vous éterniser au pouvoir? Qui va vous contester et comment est-ce qu'on va les faire? Oui, la loi sera toujours la plus forte, plus que les individus. Nous sommes en train de mettre en place un modèle qui est vraiment, un modèle qui ressemble à nos réalités, ok? Un modèle qui répond à nos réalités parce que nous sommes un pays très pauvre. Bien entendu, nous avons des potentialités, mais nous manquons ce leadership responsable qui va transformer ces potentialités en richesse. Et c'est pourquoi il y a ici le prix leadership Nelson Mandela qui s'est dit il va se jeter à l'eau pour qu'au moins il puisse sauver ce pays. Alors, il y aura, après la suppression du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous avons dit que nous allons mettre en place ce que nous appelons la conférence des lois. Et après cela, nous allons mettre en place un tribunal anticorruption. Parce que vous savez, le peuple peut croire que oui, justement comme vous l'avez dit, après suppression de ces institutions, le gouvernement se permettra de n'importe quoi. Non. Avec le candidat numéro 14, qui a déjà vraiment démontré de quoi il est capable à travers le monde dans la gestion de projets, il n'acceptera pas de telles bêtises. Donc c'est pourquoi le tribunal sera là. Le tribunal anticorruption, pour la première fois, il sera dans notre pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre, pour exemple, les modèles du success story du Rwanda, qui malheureusement repose sur le pillage et le désordre, où vous avez une population qui est devant un semblant de développement reposé sur les vols, avec un leader qu'on ne conteste pas, qui dicte justement ce qui devrait être fait pour le développement de la population? Non, ça ne sera pas la même chose, cher journaliste. Donc, la population ou le peuple aura toujours la parole. Parce que ces corporations qui seront en train de... Au Rwanda aussi, les gens parlent, mais on choisit qui doit parler et devant quelle caméra. Bon, moi, je ne sais pas ça, vous le savez très bien, mais je sais que nous allons mettre en place un modèle vraiment qui correspond aux normes et aux réalités de notre mère patrie.
Nous n'avons rien, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à accepter que certaines personnes puissent s'accaparer de toute la richesse du pays, alors que le pays, on ne peut pas voyager. Est-ce que vous le savez, nous sommes le seul pays au monde où on ne peut pas quitter de l'est à l'ouest, du nord au sud par véhicule. Nous sommes le seul pays. Et nous voulons qu'on continue sur ces mêmes modèles. Non, nous devons tout faire pour avoir de moyens nécessaires qui nous permettront de construire une armée forte, dissuasive et cette fois-ci, bien sûr, républicaine, et construire les infrastructures dont notre peuple a besoin pour se développer. Ça sera très important. C'est quoi la meilleure architecture démocratique selon vous? Adapté à nos réalités. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. On y va d'abord. De manière schématique. Oui. Parce qu'on est allé dans les détails. De manière schématique, c'est quoi la meilleure architecture institutionnelle pour Justin Moudekereza? La meilleure architecture, c'est laquelle? Le peuple vote pour le président de la République. Le président de la République est vraiment, il est le garant de toute la nation et c'est lui qui fait tout pour qu'il réponde à ce qu'il a promis au peuple congolais. Et c'est à travers notre programme. Nous commençons par cette suppression des institutions budgétivores parce que nous voulons immédiatement commencer à construire les infrastructures dont le peuple a besoin. Nous en avons besoin pour notre développement. Et nous ne ferons pas cela si nous ne passerons pas d'abord à cette suppression parce qu'il y a beaucoup d'argent qui dort dans ces institutions-là. Vous savez que nous avons 58 ministères. Pourquoi faire ? Et c'est malheureux d'ailleurs si ces mêmes personnes, par malheur, arrivaient à avoir le pouvoir après les élections, parce que vous savez, ils ont développé beaucoup plus de partis politiques et regroupements. Au lieu de 58 ministères, cette fois-ci, on passera à quelques centaines. Et des institutions d'appui en ceci, c'est là pour qu'ils puissent remercier tout le monde qui est dans leur union, je ne sais pas comment. Alors donc, nous devons faire attention. Nous avons la seule chance, ce 20 décembre, chers Congolais, pour changer les choses. Et nous ne pouvons plus faire avec les gens qui ont vraiment démontré leurs limites. Et donc, cette architecture va respecter ce que le président de la République a promis au peuple et il va faire tout ce qu'il aura promis. Vous savez qu'ailleurs, lorsqu'un président ment une seule fois au peuple, il manque, c'est fini, il perd de la confiance et le peuple congolais, enfin le peuple de l'autre côté là, ne pourra plus voter pour lui. Mais chez nous, nous avons des dirigeants qui nous mentent matin, midi et soir et nous voulons encore qu'ils viennent encore nous demander le suffrage. Ce n'est pas possible. Donc nous devons nous rassurer que nous ouvrons les yeux et les bons et que nous puissions vraiment nous rassurer que ceux-là qui ont échoué ne reviennent plus nous demander le suffrage. D'après la Constitution encore en vigueur, le gouvernement émane du Parlement, de l'Assemblée nationale. Vous dites que vous allez supprimer l'Assemblée nationale, les Sénats. Qui seront membres de votre gouvernement ou le gouvernement émanera de quelle institution? Bien sûr. Nous avons dit que nous ne supprimons pas immédiatement après prestation de serment. Nous allons faire quelques temps avec les députés. Combien de temps? Qui seront là. Et nous allons préparer la loi référendaire. Ce sont eux qui vont, bien entendu, préparer cette loi. Ils vont préparer une loi qui va les renvoyer au chômage. Oui, tout à fait, parce que le président de la République sera élu à travers le programme. Vous êtes confiant? Très confiant. Oui, mais parce que ces députés-là ne seront pas de votre obédience. Non, comprenez. C'est pourquoi nous sommes malheureux en Afrique, parce que les gens ne comprennent pas souvent ce qu'ils sont en train de faire. Le président de la République va demander la confiance du peuple sur base d'un programme préétabli, qu'il présente d'ailleurs comme cet après-midi. Nous allons présenter notre programme au peuple congolais d'ici à Kinshasa, à Massina. Et donc, lorsque le peuple nous donne cette confiance-là, ça veut dire qu'il a validé notre programme. Et nous y allons au Parlement aussi, nous montrons aux députés nationaux que voici le peuple nous a fait confiance et ensemble nous allons faire ceci, cela. Parce que vous savez, c'est de quoi les députés ont peur. Ils ont peur d'aller en chômage. Justement. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont fait de la politique les seuls secteurs qui payent mieux d'ailleurs. C'est la politique ici dans notre pays. C'est pourquoi tout le monde veut y aller. D'où la question, comment pensez-vous que ces députés-là pourront aussi facilement accepter de travailler, de constituer une nouvelle loi justement qui va les renvoyer au chômage? Il y a de très belles propositions que je vais leur faire, de leur montrer qu'ils ne sauront pas aller
en chômage. Nous allons leur donner du travail à faire travers de projets de grande envergure que nous préparons. Vous aurez un mandat de 5 ans. Quand pensez-vous pouvoir lancer justement cette réforme, cette grande réforme qui s'apparente à une révolution? En combien de temps pensez-vous arriver à tout changer? Je crois que directement à la deuxième année, nous commençons ces réformes. Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle des députés nationaux, vous êtes président d'un parti politique, mais vous êtes allé en indépendant alors que vous alignez des candidats. Ils sont partis dans un regroupement où votre parti s'est assumé pour présenter les listes des candidats. Non, je suis candidat indépendant parce que justement, je ne suis pas candidat seulement de membres de mon parti politique. Je suis candidat de tous les Congolais. Ma question, c'était, vos députés, ils se sont présentés comme députés de votre parti ou ils sont allés dans un regroupement? Non, mes candidats députés sont dans un regroupement politique. Lequel? Que nous appelons ACRN, l'Alliance pour l'Alliance de Congolais pour la refondation de la nation. Et donc c'est là qu'ils sont. Un regroupement de l'opposition. Et de quel bord politique? Pardon? Qui est de quel bord politique? Non, mais c'est un regroupement que nous avons créé avec le docteur Denis Mukwege. Mais nous avons décidé de quitter parce que nous avons compris qu'il y avait des choses que moi, comme nationaliste, je ne pouvais pas accepter. Lesquelles? Et en fait, je vous ai parlé du triangle de la mort, où par exemple, le pays qui finance, ce pays qui nous font la guerre, finance en même temps quelqu'un pour réparer les femmes. Et puis après, ils vont se rencontrer quelque part pour décerner des prix. Moi, je ne veux pas cela. Alors, la séparation a eu lieu quand? Vous avez ensemble atteint le seuil. Maintenant, vous avez tous les candidats députés, membres d'un même regroupement. Écoutez, quand est-ce que vous avez décidé de vous séparer? Non, nous nous sommes séparés juste au moment où nous étions en train de préparer les candidatures. Et lorsque moi j'amène des choses que je démontre que je suis contre ceci, cela, on ne me comprend pas. Et là, j'ai décidé de quitter. Donc vos candidats ne sont pas allés sur les listes du regroupement ACN qui est attaché au docteur Denis Mukwege? Non, je vous ai dit que mes candidats sont dans ces regroupements-là, sur la liste ACRN. Finalement... Okay? Oui. Et là, nous avons commencé à démontrer, voilà, pour les candidats président de la République, ça doit être comme ça, une personne comme ça, et on ne s'est pas entendu sur ce point-là. Là, les listes étaient déjà entrées ou pas? Oui, les listes étaient déjà entrées. Parce que nous avions décidé de commencer, vous savez bien, on avait commencé par le candidat député provinciaux, puis le député national, puis le député provinciaux et communaux. Maintenant, nous avions dit que nous pourrions élever les débats sur la candidature à la magistrature suprême. Et en élevant les débats, moi je voulais que ça soit quelqu'un qui a une vision. Chacun amène sa vision parce que le docteur Denis Mukwege n'a pas de vision. Il m'a dit d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin de... Qu'est-ce que... Il n'a pas de vision. Mais je vous dis, il est candidat président de la République. D'abord, il était ici, s'il vous plaît. Il était ici, il a présenté son plan de paix. Il a par la suite présenté son programme de fin de la guerre. Oui, non, pas que. Oui, le plan de paix, puis il a présenté son projet de société pour la RDC. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas... Je suis content parce que Et pour compléter, Thierry Kambounepe, vous avez dit qu'il est soutenu par les gens qui nous font la guerre pour réparer les femmes, pour présenter sa candidature, et vous affirmez qu'il est un candidat de l'étranger. C'est extrêmement grave comme déclaration. Bon, ce n'est pas une déclaration farfelue. Nous sommes tous Congolais, comme j'ai dit. Revenons d'abord au Congo, c'est ce que je vous ai dit. Pour parler Congo, nous devons être sérieux. Moi, je suis un fils de l'Est. Ok? Je suis né dans la même province où se trouve le docteur Denis Mukwege. Ok? Au sud Kivu. Au sud Kivu. Et je vous ai dit, j'ai été victime de ces affres de guerre. Mes grands frères ont été égorgés. Vous comprenez ce que ça signifie? Et tout ça. Et moi-même, victime de torture, donc beaucoup de choses. Mon père est décédé dans ces histoires-là. Et donc, je connais comment ça s'organise. Et moi, en voulant l'amener dans ce sens-là, je savais que à un moment donné, je vais faire qu'il puisse demander à ses amis-là qui lui ont décerné le prix Nobel de la paix et qui le financent pour réparer les femmes, qu'ils puissent aussi travailler pour terminer cette guerre-là. Vous êtes responsable de vos amis? Vous êtes professeur d'université. Le prix Nobel de la paix n'est pas remis par un gouvernement, que je sache. Non, ce n'est pas un gouvernement.
mais c'est un groupe de personnes. Oui. C'est une C'est un organisation. jury indépendant. C'est un jury. Voilà, c'est un jury. Oui. Mais vous savez, c'est un jury, mais de quel pays? De même pays qui nous font la guerre. Oui, mais Comprenez? quel lien vous établissez? Quel lien direct vous établissez Non, mais c'est la Suède. les La membres, Suède de fait ce la guerre à la RDC. les membres de ce jury rapports et les des- gouvernements qui financent la guerre en RDC? Non, je vous dis ceci. Parce que c'est vous qui nous amenez sur ce terrain-là. Oui, je suis. Allez-y jusqu'au bout, s'il vous plaît, pour que nos auditeurs comprennent. Oui, je sais ce que je dis ici. Pour moi, je conçois mal qu'un prix Nobel de la paix puisse vivre dans une province qui est vraiment martyrisée, et il ne peut pas demander à ces mêmes personnes-là de faire taire les armes et de cesser la guerre. Quelle personne? Il n'est que prix Nobel de la paix, Il il n'a n'est que pas, prix il n'a Nobel pas, de il la n'a pas paix. de. Mais le il n'a prix pas Nobel d'armes. de la paix, ça nous donne l'ouverture. Oui, mais on ça- parle. Il on- fait des Ça ne lui donne des pas plus de plaidoyers. pouvoir. Voilà. En dehors de sa langue, de sa bouche et de sa voix. Ça ne lui donne pas plus de pouvoir ni d'influence. Ça donne de l'influence. Et l'influence, c'est le pouvoir. Si vous avez l'influence, vous avez du pouvoir. Alors, Donc pour vous, le docteur Mukwege, puisqu'il a été prix Nobel de la paix en 2018, devait s'élever contre des nations qui sont censées supposer nos adversaires pour dire arrêtez ça, Oui. sinon moi je vous rends votre... oui, si j'étais dans sa peau, je ferais la même chose. Et s'il ne l'a pas fait, donc il ne peut Sans pas... pour non autant plus que vous gouverner. établissiez la preuve que ce sont ces gens-là qui lui ont donné ce prix Mais Nobel de la paix. vous les avez vus circuler, visiter l'hôpital de Panzi. Vous les avez vus. Ces mêmes gouvernements, vous les avez vus en ligne, visiter tout ça. Ce n'est pas une raison valable. Mais revenons d'abord au regroupement RCN. Vous qui prônez les changements, la grande révolution, dans quelle situation mettez-vous vos électeurs? Parce que le membre de votre famille politique qui postule comme député national va se présenter aux électeurs, membre du regroupement RCN. Il va présenter quel candidat président à ses électeurs? Il met des photos, Justin Moudekerez à droite et Denis Mukwege à gauche? Non, justement, je vous ai parlé de la vision. Et quand je vous ai parlé de la vision, qui n'a pas de vision, il nous a présenté son programme. Le programme, ce n'est pas la vision. Moi, je vous présente ici ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, sur base de laquelle j'ai conçu mon programme. Et je vous dis l'intitulé de mon programme, c'est différent de ma vision. Et je vous ai dit que la vision est pour un homme politique, c'est que la boussole est pour un pilote. Donc, un politicien qui vous présente un programme, mais qui n'a pas de vision, il a échoué au départ. En définitive, Alors, qui gère le regroupement? Qui est le responsable numéro un de ce regroupement? Le regroupement est géré par un conseiller, un ami au docteur Mukwege. Et moi, je me suis dit non, un regroupement ne peut pas être géré par quelqu'un qui n'a pas de parti politique et qui gère de président de parti politique. Et lorsqu'ils amènent des propositions, on ne le prend pas au sérieux, on ne comprend pas. Parce que lorsque nous trouvons qu'il n'y a pas de vision, nous demandons que nous puissions élever les débats et que nous puissions décider qui va représenter le regroupement au sommet de l'État. Et qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale après justement les élections? Vos députés nationaux, ils seront sous l'obédience de qui? Ils seront sous les ordres de qui? Et pour répondre à l'autre question, nos candidats mettent ma photo, et leur photo. Donc, comme candidat président de la République, et ils mettent leur photo. Donc, ici... Ceux qui sont fidèles à Denis Mukwege mettent la photo de Denis Mukwege. Non, ils ne sont pas fidèles à Denis Mukwege, ils sont fidèles à celui qui les a amenés au regroupement, c'est leur président du parti, c'est moi. Et donc, aux élections, au terme des élections, et les candidats de la SRN vont comprendre qu'ils sont dans le même cercle que d'autres candidats, d'autres partis politiques, que le président élu, le président numéro 14, viendra présenter les raisons pour lesquelles le peuple l'a choisi, l'a voté comme président de la République, et ils vont bien entendu se conformer aux réformes que nous... Ce n'est pas en contradiction avec la révolution que vous voulez amener au sein de la classe politique, tous ces changements, puisque là, c'est la confusion, on ne comprend plus rien. Non, il n'y a pas de confusion, cher journaliste. Vous êtes deux candidats présidents de la République. Je suis candidat indépendant. En fait, d'ailleurs, il est aussi indépendant. Si vous vous rappelez qu'il est aussi indépendant. Et même le programme de la fin de la guerre, comme vous l'avez appelé, le plan de paix. Comment vous pouvez comprendre que, après des années, des décennies, des missions des Nations Unies qui ont échoué, quelqu'un vient nous dire encore qu'il va encore ramener les forces internationales pour imposer la paix? Il a expliqué. Il vous a expliqué cela.
Mais je ne sais pas, pour moi, je ne crois pas que ça soit une bonne solution. Et c'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, revenons au Congo. Je sais que vous êtes les journalistes parmi les plus professionnels de notre pays, mais revenons quand même, parce que vous êtes aussi, au-delà des journalistes, vous êtes aussi des électeurs. D'ailleurs, je vous demande vos voix par ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, vous comprenez que si vous ne votez pas pour le numéro 14, vous aurez aussi accepté que les choses puissent continuer à barder dans notre pays. Donc, pour cela, il vous faut convaincre tous ceux qui nous suivent. Oui, je suis là pour tous ça. Ceux qui nous suivent, parce que vous nous avez amenés sur un terrain. Oui, je suis là pour ça. Mais je comprends pas pourquoi vous avez rigolé. Non, mais il vous propose de voter pour lui. Oui, c'est le dites-lui oui ou non, ou dites rien. Moi, je pas. Non, c'est les jours des élections qu'on dira oui ou non. Monsieur Justin Mudekereza, moi je voulais poser une question par rapport à tout ce que vous venez de faire comme déclaration sur les candidats Denis Mukwege. Il est prix Nobel par la paix par ses amis qui financent la guerre, ses amis qui financent le fait qu'il répare les femmes. C'est ce que vous avez déclaré. Vous aviez connaissance de toutes ces informations, mais vous décidez quand même de venir ici en RDC pour faire alliance avec une personne que vous ne considérez pas à ces points. Comment vous expliquez justement ces revirements de la personne que vous connaissez, soutenue par l'étranger, les Blancs, les personnes qui nous font la guerre, mais vous venez sur le plan politique, vous faites alliance avec lui alors que vous connaissez tout cela? Non, je vous ai dit que je vous reconnais comme des journalistes professionnels qui peuvent poser des questions, qui peuvent noyer, qui peuvent sauver, mais je vous ai dit revenons en RDC, notre maman Congo d'abord. Mais voici la réponse à votre question. Si vous m'avez bien suivi, je vous ai dit que moi, je regarde ce que j'appelle le triangle de la mort. Et je vous ai expliqué ce que j'appelle le triangle de la mort. Mais sans pour autant vous dire que voilà, c'est tel qui finance ça. Vous savez aussi ceux qui nous font la guerre. Vous comprenez? Et donc, quand je vous ai dit revenons en RDC, notre maman Congo, je sais de quoi je parle. Alors, si j'ai décidé de faire alliance avec la Sérène, parce que je voulais qu'on puisse élever le débat à un moment donné, et de démontrer que notre pays aujourd'hui a besoin d'un leadership responsable. OK? A besoin d'un leadership responsable et non pas des personnes qui ont échoué sur tout le plan. Alors, le moment d'élever le débat, avec ma vision que je devais faire prévaloir, on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait pas sur beaucoup de choses. Et ça, c'est normal en politique. Et donc, le regroupement aujourd'hui est dirigé par qui? Le regroupement est dirigé par quelqu'un qui n'est pas même un président d'un parti politique, ce n'est même pas le docteur lui-même. Qui est sous influence de qui? Des personnes? Du docteur Mukwege. Du docteur Mukwege. Ouais. Et vous ne regrettez pas d'avoir aligné vos candidats députés nationaux sur des listes d'un regroupement dont vous n'avez pas le contrôle et dont vous avez perdu les relations, rompu les relations avec Non, je vous ai dit le problème ici, pour mes candidats députés nationaux, je sais que nombreux seront élus, mais je ne les ai pas perdus. Mais on dit que vous-même aussi vous êtes candidat député. Pardon? Vous-même aussi, vous êtes candidat député. Oh non, moi je ne peux pas être candidat à deux niveaux. C'est une erreur très grave. Non, je vois même vous recevez des candidats présidents comme ça, mais bon, vous ne comprenez pas comment c'est une bêtise. Ah bon? Et ça, c'est très malheureux. Donc, parce que, comment ça? Même Monseigneur Donatien Scholl, vous l'avez suivi, il a demandé, c'est la Synco d'ailleurs, au peuple de ne pas voter, de ne pas oser voter pour des candidats, ceux-là qui ont même postulé à plusieurs niveaux. La loi ne l'interdit pas. C'est une déclaration qui violait la loi, il faut préciser. Oui, la loi ne l'interdit pas, parce que ce sont des lois qui sont taillées sur mesure. Des lois où les membres de famille sont candidats ou suppléants ou ceci, cela. Donc tout ça, on doit mettre fin à tout cela. Justin Mudekereza, candidat numéro 14. Alors, on va vous laisser 2 minutes. En français. Donc, on est vers la fin? Ah oui, on est vers la fin. On a 50 minutes déjà d'émission. On va vous laisser 2 minutes en français, en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, dans la langue de votre choix, pour nous dire à tous ces électeurs qui, le 20 décembre, seront aux urnes, pourquoi ils doivent mettre le numéro 14. Pourquoi ils doivent choisir pour vous? Je suis désolé, on en est arrivé là, à la fin, sans pour autant déballer tout ce que j'avais. Et je ne sais pas s'il faudra encore plus de temps, parce que je vous ai amené ici les classeurs de mon parti, des
correspondance expédiée pour vous montrer que de tous ces opposants-là, qui viennent ici déclarer qu'ils sont opposants, ils n'en sont pas un. Les classeurs Les classeurs de correspondance expédiée. Oui, Nous sommes le seul parti politique de l'opposition qui fait des propositions au président de la République. Et même à la Cour suprême, à toutes les cours, tout ça. Comme ça se passe dans les grandes démocraties. Oui, nous écrivons. Parce que quand j'avais créé le MDVC, j'avais décidé de ne pas faire comme les autres, de ne pas être ces partis-là qui se mettent à injurier les autorités, parce que je reconnais que toute autorité vient de Dieu. Et moi, j'ai dit à mes membres, à mes camarades, faisons, chaque fois qu'il y a des choses à reprocher, écrivons, faisons de propositions. Nous écrivons au président de la République, à la Cour suprême, partout, nous écrivons. Vous voyez, tout ça. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, tout ça, nous écrivons. Il n'y a pas une seule de vos propositions qui a été prise en compte? Non, il n'y en a pas. Même pour la question de la MONUSCO, j'étais la personne qui a demandé que la MONUSCO puisse partir parce qu'elle avait échoué. Et j'ai demandé par ailleurs au président de la République qu'il puisse organiser une table ronde MONUSCO, société civile et gouvernement pour établir les responsabilités de l'échec et pouvoir décider. Alors on pourra peut-être décider un autre jour de le faire, mais comme nous avons aussi une succession d'autres invités que vous voyez qui attendent. Vous voulez me montrer votre passeport? Oui, ça c'est mon passeport qui avait été détruit en Ouganda parce que je suis congolais. Oui. Et j'avais gagné un grand boulot dans une grande organisation et ils ont décidé de perforer mon passeport. Pourquoi? Et ils ont dit que c'était un passeport faux alors qu'il y avait d'autres visas. Et ils avaient annulé mon visa des États-Unis et avec quoi ils disent annulé sans préjudice. Mais j'avais eu un autre. Donc, beaucoup de choses, j'allais vous montrer. Quand je vous parle du nationalisme... Mais c'est pourquoi vous montrez les passeports, pour quelle raison? Non. Il y en a qui doutent de votre nationalité congolaise? Oui, ça aussi. Parce qu'on a vu le commentaire. Certaines personnes parlent « Oh, Moudekereza », donc le R, là, ça connaît rwandais. Non. Alors que ça, ce n'est pas... Ce n'est pas vrai. La République démocratique du Congo, d'ailleurs, il y a une ville comme Rutshuru, c'est avec un R. Donc, même Kabare, mon territoire. Même le Mwami, lui-même, son nom, c'est Kabare. Désiré Kabare. Donc, et nous sommes cette tribu-là qui a fait 5 décennies de guerre avec le Rwanda. Et je vous ai montré, vous devriez lire ça sur Internet. Juste une question. Vous êtes installé aux États-Unis depuis longtemps, vous n'avez jamais pris la nationalité américaine? Non, je ne suis pas américain. Vous n'êtes pas américain du tout? Jamais. Et j'ai refusé de prendre, parce que je suis congolais et mes enfants sont congolais. J'ai vu des commentaires, des gens disent j'ai eu la nationalité. Non, on va pas répondre aux commentaires. À partir du moment où vous avez approuvé, la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Je vous laisse vos 2 minutes. Ok, mais 2 minutes, c'est pour dire aux Congolais qu'ici, ils ont affaire au prix leadership Nelson Mandela. Ça, j'ai eu, après avoir gagné le procès pour le procès dans ce que vous appelez l'escroquerie RAM. Donc, vous savez que c'est moi mon parti est allé avec le gouvernement congolais, les 4 sociétés de télécommunications, nous sommes allés en justice pendant 6 mois. Pendant que d'autres gens étaient en train de parler justement de quoi sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Et moi, j'ai décidé que ça ne doit pas rester dans les réseaux sociaux. Nous devons aller en justice pour que le peuple congolais puisse retrouver, son droit. Et c'était pour qu'on puisse, bien sûr, supprimer la taxe, qu'on puisse rembourser l'argent indûment perçu, et que l'on puisse aussi payer les réparations. Mais on a seulement retiré la taxe, et je promets au peuple congolais que d'ici le 20 décembre, le numéro 14 élu, je ferai tout pour que son argent indûment perçu dans l'escroquerie RAM puisse lui revenir. Et notre programme a un budget de 133 milliards de dollars reparti sur 5 ans. Et donc là, je n'ai pas parlé de l'origine ou de politique de financement, mais on y reviendra à un autre moment parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Peut-être ça peut être un autre moment. Et voilà. Vous avez une activité aujourd'hui? Oui. Nous avons une activité à Tchangou, c'est là que nous allons lancer notre campagne électorale. Pourquoi Tchangou? Au terrain municipal
de Massina. Merci à vous, merci beaucoup Monsieur Justin Moudekereza, candidat numéro 14, d'avoir été avec nous. L'émission en campagne se poursuit jusqu'à 18h. Dans quelques instants, un autre candidat. On fait ici la pause, 2 minutes de publicité. On se retrouve juste après avec un invité, candidat député national.